D'un côté, le Hamas, qui veut saisir l'occasion de ce scrutin majeur en Israël pour mettre la pression sur le Premier ministre israélien. De l'autre, Benjamin Netanyahou, qui n'a pas le droit à l'erreur, mais reste bloqué entre la volonté de maintenir cette force de dissuasion et se lancer dans une opération de grande envergure, sans être certain de pouvoir en connaître l'issue à moins d'une semaine des élections. Nous en parlerons largement dans ce numéro de défense, mais avant cela, c'est le flash actu de la semaine préparé ce soir par Myrim Aman. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On démarre tout de suite avec la situation à la frontière entre Israël et Gaza, où on assiste à un calme précaire et la révélation du contenu des négociations entre le gouvernement israélien et le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte. Le mouvement terroriste exige 3 choses et elles concernent tous les prisonniers sécuritaires. Le retrait des brouilleurs de téléphone, l'annulation des sanctions contre les détenus auteurs d'attaques contre le personnel pénitentiaire, ainsi que le rétablissement des visites aux prisonniers. Le chef du Hamas menace, les tirs sur le centre d'Israël ont été effectués par erreur, mais il prouve que l'organisation a de nombreux moyens. Tout ça sans compter les menaces de grève de la faim et de la soif des détenus sécuritaires. En Israël, le personnel pénitentiaire appelle le gouvernement à ne pas céder aux exigences du mouvement terroriste. Vous voyez, la situation est loin d'être apaisée entre le Hamas et Israël. Direction la frontière nord à présent, après les frappes attribuées à l'armée israélienne la semaine dernière sur des positions iraniennes en Syrie. Jérusalem prévient, l'usine de missiles du Hezbollah au Liban, cette fois, ne restera pas sans réponse. En d'autres termes, Beyrouth s'expose à une action militaire israélienne sur son sol si elle n'agit pas. Un message passé par l'intermédiaire du secrétaire d'État américain lors de sa visite au Liban la semaine dernière. Un mois présent de la visite du président brésilien en Israël, Jair Bolsonaro, a absolument tenu à rencontrer les policiers de l'unité de contre-terrorisme, Yamam. Il était accompagné du ministre de l'Intérieur, Gilad Erdan. À cette occasion, les policiers lui ont présenté les différentes capacités de l'unité à faire face à plusieurs scénarios, comme la prise de contrôle d'un autobus détourné par des terroristes, la libération d'otages d'un immeuble, ainsi que la descente d'hélicoptères. Le président brésilien a salué les forces israéliennes du Yamam. Voilà Mathias pour notre point sécurité-défense. Je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Ali Waked, bonjour, directeur de la chaîne arabe d'I24 News. J'ai annoncé ce lundi que l'Égypte avait mis en garde le Hamas, qui lui-même avait mis en garde le djihad islamique de ne pas embraser la région. Où en est-on ? Où en est-on, Mathias? On est dans une situation où le Hamas essaye de faire tout pour aboutir au meilleur deal qui peut avant les élections en Israël. Pour le Hamas, c'est des jours critiques la veille des élections en Israël. Il pense qu'il peut aboutir à un deal qui améliorera sa situation parmi les Palestiniens, mais notamment et surtout à la bande de Gaza, où, vous savez, des protestations d'ordre social ont démarré il y a quelques semaines, des protestations que le Hamas pense visent son pouvoir à la bande de Gaza. C'est pour cela qu'il est en train de faire pression sur les factions palestiniennes, mais j'ose dire que pour la première fois, le Hamas, il sent qu'il y a un défi politique à la bande de Gaza. Un défi politique plus que militaire, parce que dans les années passées, il y avait des mouvements, des milices djihadistes qui ont présenté un certain défi au Hamas, mais l'adresse était claire, des djihadistes qui ne reconnaissent pas le pouvoir du Hamas. Le djihad islamique est considéré comme un allié du Hamas, mais même dans cette alliance, il y a eu des choses qui sont passées. Le djihad islamique, il a une nouvelle direction qui est plus obéissante vis-à-vis de l'Iran, et l'Iran qui n'est pas satisfaite de cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, surtout quand Israël ne cesse pas de bombarder des cibles iraniennes en Syrie. Et donc, le Hamas... Selon des rapports étrangers. Selon des rapports étrangers. Mais pas seulement selon des rapports étrangers. Le Premier ministre a reconnu une bonne partie. Le chef d'état-major a dit qu'il y avait des milliers des attaques en Syrie. Des centaines des attaques. Mais Ali Waked, ce que j'aimerais vous poser aussi comme question, parce que d'un autre côté, le Hamas met la pression sur Israël. Est-ce qu'à vouloir trop
jouer au feu, le Hamas ne risque pas de se brûler? Je ne pense pas qu'il joue trop au feu pour la simple raison, le Hamas n'a pas beaucoup à perdre, Mathias. Du coup, on voit émerger des protestations à la bande de Gaza contre le pouvoir du Hamas. L'Égypte devient de plus en plus sensible à ces manœuvres du Hamas entre Israël et les Égyptiens, entre Israël et l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, malgré le mécontentement des Palestiniens à la bande de Gaza, continue dans sa politique à poser de plus en plus des sanctions contre la bande de Gaza. Réduction de salaire, réduction des paiements pour Israël sur l'électricité. Et donc, le Hamas n'a jamais été dans une situation sensible et critique et dangereuse que la situation actuelle. Donc, le mouvement se considère qui n'a pas beaucoup à perdre et qui peut tirer la corde jusqu'au bout. J'aimerais vous montrer, pour être tout à fait complet, deux images. C'est une exclue défense. D'abord, ces faux profils lancés par le Hamas, le groupe de la Koutla Islamiyya, le groupe estudiantin du Hamas, dans l'université de Birzeit, proche de Ramallah, pour tenter de passer sous silence ce dont vous parlez, les activités anti-Hamas sur la toile ou la répression du Hamas dans la bande de Gaza. Et ensuite, cette image des opposants de la Koutla qui ont réussi à dévoiler ces faux profils et contraindre Facebook finalement à les fermer. En clair, ma question c'est, le Hamas n'abdique pas, y compris dans les territoires palestiniens. Absolument. Ça, c'est le double jeu du Hamas. D'un côté, il veut un cessez-le-feu à la bande de Gaza où il tient le pouvoir et il veut inciter des attaques en Cisjordanie, pour embrasser l'autorité palestinienne d'un côté et pour envoyer un message comme quoi le Hamas reste encore un mouvement de résistance, mais la résistance pour le Hamas doit se passer en Cisjordanie où il y a l'autorité palestinienne, ses rivaux et adversaires du Fatah, Abu Mazen, mais pas à la bande de Gaza où il tient la main dure et fait pression contre les factions qui, elle, veut mener une résistance contre Israël. Donc pour le Hamas, la résistance est OK en Cisjordanie, mais pas à la bande de Gaza. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Ali Waqued, directeur de la chaîne arabe d'I24 News. Quand le lien ombilical entre les prisonniers sécuritaires palestiniens et leurs leaders à Gaza ou Ramallah est à la base de cette nouvelle flambée de violence, regardez ce sujet et on en parle juste après avec l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire. Depuis quelque temps, la situation dans le milieu carcéral s'est tendue. Les premières violences ont éclaté à la prison d'Ofer. Des détenus ont décidé de faire une grève de la faim en réponse à un durcissement des conditions de détention carcérale. Puis à la prison de Ramon. Mi-mars, des prisonniers incendient 14 cellules alors qu'ils se trouvent encore à l'intérieur. Puis fin mars, la tension monte d'un cran. La prison de Ketziot essuie de violentes émeutes. 2 gardiens de prison sont poignardés, l'un d'eux frôle la mort. Ce qui a mis le feu aux poudres, ces petits appareils, des brouilleurs qui bloquent toute tentative de télécommunication. Car de plus en plus de téléphones mobiles et appareils miniatures entrent malgré les précautions dans les établissements pénitentiaires. Près de 1200 dispositifs ont été saisis rien qu'en 2018. La plupart du temps dissimulés à l'intérieur des corps de prisonniers ou de visiteurs, hors de portée des fouilles corporelles. Ce durcissement concerne 5400 prisonniers dits sécuritaires, des Palestiniens du Fatah de Mahmoud Abbas ou du Hamas d'Ismail Haniyeh, des captifs ayant en commun d'avoir piloté ou perpétré des attentats contre des Israéliens. Depuis bien longtemps, ces terroristes sont devenus tout un symbole dans la société palestinienne. À titre d'exemple, le missile qui a détruit fin mars une maison du kibboutz Mishmeret et blessé 7 membres d'une même famille. Une réponse, selon les auteurs du tir, au mauvais traitement des prisonniers palestiniens. Il y a un dialogue entre les prisonniers et des personnes à l'extérieur. Ce qui se passe dehors influe à l'intérieur de nos prisons. Les barreaux, les cellules, ça ne veut rien dire. Depuis, la délégation égyptienne en visite à Gaza a demandé à Israël d'enlever les brouilleurs cellulaires pour calmer le jeu, car les prisonniers menacent. Nouvelle grève de la faim, agressions de gardiens plus fréquentes et plus violentes, mais aussi incendies, tentatives d'évasion et plus grave encore, enlèvement du personnel pénitentiaire. Orit Dato, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire israélienne et comme grade de la police et de l'administration pénitentiaire, lieutenant général et général de brigade. Donc, Orit Dato, première question, est-ce que cela prouve finalement, s'il le fallait,
que le sort des prisonniers sécuritaires palestiniens est complètement lié à la stratégie palestinienne? Écoutez, la situation des prisonniers palestiniens dans les établissements pénitentiaires est bonne. Ils reçoivent tout ce qu'ils doivent recevoir et ils se trouvent vraiment, ils sont sécurisés dans ces prisons selon la loi israélienne. Et il y a une tentative cynique de lier ce qui se passe dans les prisons avec ce qui se passe à l'extérieur. Il y avait toujours une différence, une séparation, mais là il y a une tentative. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors, en off, je parlais avec des officiers de l'administration pénitentiaire qui m'ont dit qu'à partir de dimanche, la situation va dégénérer. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, je pense que la préparation et les propos exagérés sur ce qu'ils vont lancer une grève de la faim dès dimanche ne sert que leurs objectifs. Ils sont prisonniers, ils sont sous la direction de l'administration pénitentiaire. Ils reçoivent tout ce qu'ils ont besoin, on les garde et on essaye dans toute la mesure possible d'empêcher leur lien avec le monde extérieur. Et c'est ce qui doit arriver. Et je pense que nous leur donnons beaucoup trop d'attention à leurs déclarations, mais en fait, ça sert leurs intérêts. Cela veut dire que, selon vous, et si vous étiez toujours en poste aujourd'hui, vous diriez que l'administration pénitentiaire ne doit pas céder aux conditions, par exemple, notamment au brouillage de téléphone? Avant, il y a quelques 18 ans, il y a eu une intifada. Les détenus de sécurité étaient dans les prisons. J'étais responsable de l'administration pénitentiaire et nous avons déjà eu affaire à cette question des téléphones cellulaires. Et déjà, nous avons tenté de brouiller ces téléphones. Ce n'est pas nouveau. Nous étions moins efficaces à l'époque parce que ces 15 dernières années, le monde pose le problème des téléphones cellulaires dans les prisons. Et on cherche des solutions de brouillage et des systèmes technologiques qui d'un côté brouillent, mais d'un autre côté arrivent à contrôler. Mais je ne vois pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a là vraiment... C'est grave de dire que nous allons avoir une émeute pour le brouillage de téléphone. Mais alors pourquoi, Orit Adato, l'armée était contre ce projet-là? Est-ce qu'il n'était pas peut-être plus judicieux de suivre les conversations plutôt que de les brouiller? Je pense qu'il faut moins parler et faire beaucoup plus. C'est plus simple quand on ne parle pas des choses et qu'on les fait dans le silence, avec respect des gens. Quand j'ai dit tout d'abord, quand les systèmes de brouillage et les systèmes technologiques, nous laissons ça au service de sécurité, comment les mettre en œuvre. Mais je pense que pour le moment, la position de l'armée porte sur un point, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir des élections en Israël et que personne ne veut que dans le cadre des élections, il y ait des émeutes, des désordres ou des incidents terroristes. Et je veux croire que c'est la raison. Plus que ça, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on doit intervenir dans le travail de l'administration pénitentiaire face aux prisonniers. Orit Adato, vous étiez la vice-directrice de l'Organisation mondiale des prisons. Quel aurait été le comportement, par exemple, des administrations françaises ou américaines devant une telle rébellion? D'une manière générale, il est interdit de tenir des téléphones cellulaires dans les prisons. Et ainsi, j'ai dit, tous les systèmes dans le monde entier tentent de trouver une solution à ce problème. Que ce soit face à la mafia, que ce soit des criminels qui tentent d'agir de l'intérieur des prisons, et bien entendu, quand il s'agit de terroristes. Je peux dire que les mesures de sécurité prises par les Américains sont bien plus drastiques que les mesures prises par l'État d'Israël.
ce qui respecte le droit. Par exemple, les contrôles corporels en Israël, on ne contrôle que le corps du prisonnier, pas l'intérieur. Aux États-Unis, on contrôle même à l'intérieur du corps. Mais alors, si on doit comparer les conditions de détention des terroristes américains ou français par rapport à celles des détenus palestiniens. Les Américains détiennent leurs terroristes à Guantanamo. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas avoir affaire à la loi américaine. En France, je ne suis pas spécialisé exactement, mais ils les détiennent sur le territoire et selon les lois françaises, et que je ne connais pas précisément. Mais je suis au courant de ce qui se passe en Israël et je connais nos restrictions face aux terroristes. Mais alors qu'est-ce qu'ils veulent, ces détenus palestiniens, s'ils sont mieux traités qu'ils ne le sont aux États-Unis ou en France? Il n'y a pas de limite, il n'y a jamais de limite des attentes pour les révoltes. Les conditions de vie des détenus palestiniens dans les prisons sont bonnes et sont très bonnes. Et si on me demande, il y a des demandes, notamment les services médicaux qui ne sont pas assez bons. Et je demande à tous ceux qui posent cette question sur les conditions médicales d'aller voir les responsables du Hamas dans la bande de Gaza, Yehia Sanwar, qui a subi une opération alors qu'il était détenu en Israël, détenu de sécurité, et on a sauvé sa vie. Alors, bon, mettons les choses en proportion, et ainsi quand vous me demandez qu'est-ce qu'ils veulent, ils voudront toujours quelque chose de plus que ce qu'ils ont. Et notre point de départ doit être de leur donner les conditions prévues par la loi et les conditions internationales. Et d'un point de vue personnel, certains d'entre eux, les plus durs, les plus lourds, qui provoquent des désordres, je leur aurais donné vraiment ce qui correspond aux traités internationaux. Merci, Orit Adato, d'avoir été avec nous et vous venez de nous l'apprendre. Peut-être que les téléspectateurs ne savaient pas que celui qui est à Gaza et qui appelle à la guerre contre Israël, Yehia Sinwar, a été opéré donc depuis les prisons israéliennes pour sauver sa vie. En clair, c'est ça. Il a été soigné quand il était détenu de sécurité dans les services pénitentiaires, selon la loi et selon les conditions. Il avait un problème médical grave et il a été réglé, oui. Il est en bonne santé. Merci, Orit Adato, d'avoir été avec nous, ex-directrice de l'administration pénitentiaire. Allez, on change complètement de sujet. Jetman Yves Rossi était en Israël ces derniers jours. L'inventeur d'un objet volant ultra rapide, digne des meilleures aventures de super-héros de Superman à Iron Man. Présentation de l'homme volant et on le retrouve en duplex dans 1 minute 30. Go! Imaginez être libre, capable de voler de ses propres ailes. C'est le défi relevé par cet ancien pilote de chasse de l'armée suisse, Yves Rossi. À 59 ans passés, Jetman, comme il se surnomme, est parvenu à réaliser son rêve. Passer d'un cockpit à la maîtrise d'un objet volant, propulsé par plusieurs réacteurs et d'une aile rigide de plus de 2 mètres. Être capable surtout de voler tant en verticale, horizontale qu'en diagonale. Après une première tentative en 2004, il a réalisé depuis plusieurs dizaines de vols, dont un en septembre 2008. Juste au-dessus de la Manche, quasiment 99 ans après le vol de l'aviateur français Louis Blériot. C'est fait d'armes, un vol de plus de 8 minutes dans les gorges du canyon d'Arizona. Un vol en compagnie de la patrouille de France en 2016. Et, à plus de 250 km/h, en compagnie du mastodonte civil, l'Airbus A380. Un record dans la discipline. Yves Rossi s'est rendu à plusieurs reprises en Israël. Il a 7 fois été invité pour la première fois par l'industrie aéronautique israélienne. Son prochain objectif, obtenir tous les accords pour pouvoir, un jour, déployer ses ailes au-dessus de la terre de tous les miracles. C'est bon Yves, c'est bon Yves. Allez, compromis. Est-ce que je dois vous appeler Yves Rossi? Bonjour d'abord. Yves Rossi ou alors Jetman? Les deux sont bons. J'aime bien les deux. Je suis fier des deux.
Mais pourquoi être sorti de votre confort de pilote de chasse? Ouais, alors justement, pilote, et puis je dirais plus généralement aviateur, et ouais, j'aime tout ce qui est tridimensionnel. Tous les sports aériens, j'y ai un petit peu goûté. Je faisais du delta, du parapente. Puis, en fait, assez tard, à 30 ans, j'ai découvert la chute libre. Puis dans le mot chute libre, il y a libre. Et c'est vraiment le truc qui rejoint, qui est le truc le plus près du rêve de voler. Quand vous rêvez la nuit de voler, en général, vous n'avez pas un gros appareil autour de vous qui s'appelle un avion, et c'est plus quelque chose où on flotte en dessus du lit, on se barre par la fenêtre et puis on vole comme le gamin qui joue à l'avion. Donc, la chute libre, c'est vraiment ça. Hein, on est complètement libre de ces mouvements. Et puis, juste 2 parachutes sur le dos pour la safety. Mais le feeling, c'est qu'on vole, on ne voit pas le sol arriver comme dans un accident ou comme ça. C'est vraiment, on a l'impression de voler, même qu'on tombe. Mais l'impression, c'était de voler. Et spécialement quand on prend cette position comme les sauteurs à ski, hein, ils volent quelques secondes. Ben là, c'est la même chose, sauf que ça dure 45 à 50 secondes. Quand on se met avec des potes dans la même position, c'était comme du vol en formation quand j'étais dans l'armée de l'air suisse. Donc, je me suis dit, tiens, c'est génial parce que l'impression, c'est très, très près du rêve. Mais, OK, on tombe et c'est très court. Donc, l'idée, et c'est pour répondre à votre question, l'idée, ça a été, OK, je vais essayer de trouver un moyen de casser cette chute, de partir en vol plané d'abord, et puis de faire durer le plaisir. Donc, c'était ça la base. Mais racontez-nous comment ça se passe dans les airs. Vous avez défié, par exemple, la patrouille de France et même un Airbus A380. La patrouille de France, ouais. Alors, je dirais que c'est très différent parce que justement, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect où je suis dans une machine, une sorte de boîte, une boîte absolument fantastique, bisupersonique, avec une énergie incroyable. En quelques minutes, on est à la stratosphère. C'est juste extraordinaire de liberté, mais à l'intérieur d'une boîte. Alors qu'avec mes ailes, je suis vraiment sorti de la boîte. Je suis beaucoup moins vite, j'ai moins de performance en termes de vitesse et de gain d'altitude et tout. Par contre, je suis très performant au niveau, je peux passer toute l'acrobatie et tout. Et justement, on arrive à trouver à des vitesses qui sont lentes pour les avions, mais qui sont rapides pour moi. On arrive à trouver un lieu commun qui s'appelle la formation, le vol en formation. Et c'est ce qu'on a fait quand on a volé avec la patrouille de France. J'ai volé aussi avec un F-18, avec un A380. Comme je vous dis, eux, ils étaient dans leur plage lente de vol, et puis nous, on était dans notre plage rapide. Mais on arrive à voler ensemble. C'est des moments magiques de partage entre aviateurs. Est-ce que vos ailes pourraient demain être intégrées dans un corps d'unité spéciale, par exemple, de l'armée de l'air? Alors je pense, pas demain, mais il y a encore quelques développements à faire. Mais je suis tout près de pouvoir décoller et d'atterrir à la verticale, parce que maintenant j'ai typiquement 4 réacteurs très puissants qui me donnent 220 kg de poussée pour un poids de 180. Donc 180 en français, pardon. Moi je suis suisse. Hein. Donc avec cette relation où j'ai plus de puissance que de poids, ça veut dire que je peux voler à la verticale. Je tiens déjà le vol stationnaire. Maintenant, il faut le stabiliser. Mais la technologie existe, style Segway ou les drones. Cette technologie existe, elle est très petite, elle est là, il faut la mettre en œuvre pour mon application. Et le jour où je décolle et j'atterris à la verticale, c'est clair qu'il y a pas mal d'armées qui vont être intéressées. Parce que, aussi, imaginez, je suis le mauvais gars, je suis le bandit, je suis le Al Capone avec les voitures de l'époque. Puis la police, ils n'avaient pas les voitures aussi puissantes pour les suivre. On se retrouverait dans un cas comme ça. Ça veut dire que, quand il y a les mauvais qui ont
du meilleur matériel que les bons, ils doivent un peu suivre. Donc je pense que là, il y aurait peut-être un petit marché. Même si je tiens à préciser, ça n'a jamais été le but. Hein. Le but, moi, je vois beaucoup plus un truc style un jet ski de l'air. Imaginez 4-5 potes, OK, gentlemen, start your engines. Les 5, on part à la verticale. On va tourner autour des nuages quelques minutes, tirer la bourre et on revient. Comme ça se fait typiquement dans des cols de montagne à moto, mais tridimensionnel jusqu'à 4-5 000 mètres, ça va être juste du délire. Mais quand un jetman rencontre la terre de l'innovation à Israël, y compris militaire, ça donne quoi en clair? Est-ce que les renseignements israéliens vous ont approché? Non, c'est plutôt moi qui vais chercher. Vous savez, c'est des trucs très discrets. Puis, justement, moi, j'y vais avec de l'humour. Je leur dis, dis donc, vous n'avez pas quelque chose déjà un peu sous le coude là qui ressemble à ce que j'ai fait? Puis ils sont un petit peu gênés, je ne sais pas, mais vous voyez, de toute façon, dès qu'on touche des trucs militaires et tout, c'est très discret, puis je ne vais pas en parler ici. Mais je peux vous dire, pour l'instant, je n'ai aucun contact sérieux. Peut-être j'en aurai, je ne sais pas. Moi, justement, je m'ouvre à ça parce que typiquement, ça s'est très mal passé avec Dubaï. Hein. J'ai eu le tort de leur faire confiance. Moi, je suis loin. Malheureusement, mes 2 élèves vont continuer à suivre la carotte de l'argent chez des gens qui sont incompétents en termes d'aviation. Et moi, je vais continuer. J'espère que je vais trouver du support autant technologique que financier avec des gens qui connaissent vraiment le milieu. Et pourquoi pas ici? La prochaine fois, parce que je l'avoue, c'est un rêve de gosse, on refait une interview, mais depuis les airs, est-ce que vous me le promettez? Ok, super, je me réjouis. Merci Yves Rossi d'avoir été avec nous en duplex depuis Tel Aviv. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, pas de numéro de défense, tout simplement parce que ça sera les élections en Israël. L'occasion pour moi de rappeler qu'il y aura 640 urnes pour les soldats, 75 spécialement dès samedi soir, ouvert dès samedi soir pour les soldats en opération et parfois même en mer ou à l'étranger. Bonne semaine à tous sur Eye 24 News.